On ne regarde pas le foot, les gars, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode du Williams FC, les gars. Épisode Blueprint Paris, une preview face à Marseille. Et j'ai qu'un seul mot à dire, les gars. Bousillez-les-moi, les gars. On les attend au Parc des Princes avec impatience. La racaille marseillaise a beaucoup trop fait le malin ces derniers temps. Il faut les remettre à leur place. Et comme disait Arthur Georges, célèbre entraîneur du Paris Saint-Germain de 91 à 94, je sais pas comment l'OM va jouer, mais on va leur marcher dessus. On va leur marcher dessus. Ouais, logique. Les gars, je suis tellement chaud pour ce match. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais j'étais beaucoup actif sur TikTok. Donc allez vous abonner en masse sur TikTok. Instagram aussi est dans la description. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, les gars. C'est très important pour le référencement et pour pouvoir être vu sur YouTube. On est parti tout de suite avec le sommaire de ce qu'on va voir. Et on va aborder déjà plusieurs choses. On va aborder le récapitulatif des deux derniers classicos. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, comment est-ce que le Paris Saint-Germain a joué, comment Marseille aussi nous a posé problème, la forme de l'Olympique de Marseille bien évidemment, la forme du Paris Saint-Germain, le face-à-face en quelques chiffres, et puis bien évidemment mon pronostic. Donc on est tout de suite parti sur les deux derniers classicos, mais avant de parler des deux derniers classicos, j'aimerais dire bravo Marseille pour cette performance tocaresque. Il y a un tocard, un master tocard, un méga tocard, un supra tocard, un tocard intersidéral, un tocard interplanétaire, un tocard, je dis bien, qui dépasse, je dis, toutes les bornes. La performance que vous avez sortie est totalement historique. Se faire éliminer en ayant 94% de chances d'être qualifié avec un enchaînement de SI. Et tous les SI se sont alignés. Et il a suffi que le gardien de Benfica mette ce but de la tête pour vous éliminer. Oh, bravo. Bravo Marseille. Il a fait ça. Vous entrez vous aussi dans le panthéon de la Ligue des Champions. Je dis Hagra, Hagra. Un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les deux derniers classicos, ça a été compliqué avec le premier classico sur le mois de septembre, où effectivement on a perdu ce classico à Marseille, alors que en fait déjà de toute façon c'est un classico qu'on a laissé à nos petits frères. On les a laissés à nos petits frères. On avait une occasion plus importante. On avait Ousmane Ballon d'Or à fêter. ¡Hostia, Ousmane Dembélé! Para, esta vez grabando algo. ¡Le Ballon d'Or! Il fallait leur laisser un petit peu une petite part du gâteau. Ça fait 14 ans mesquines qu'ils n'avaient pas gagné au Vélodrome face à nous. C'est-à-dire que même chez eux, c'était chez nous. Je dis Hagra, Hagra. Donc il fallait leur laisser un petit peu de buzz. Mais le buzz a été totalement éclipsé parce que Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Plus sérieusement les gars, c'était un classico où j'ai trouvé le PSG qui était pas du tout dans son match. Ce jour-là, il n'y avait que Vitinha principalement qui était dans le match avec Kvaratskhelia. Les autres n'étaient vraiment pas très bons. Bon, Pacho avait toujours fait son match comme d'habitude. Chevalier fait une erreur sur son premier classico, donc forcément ça fait tâche. Défensivement, on n'y était pas, on n'avait pas la grinta, on n'avait pas d'envie. Les joueurs n'y étaient pas mentalement, je l'ai senti. J'ai senti que les joueurs n'y étaient pas mentalement. Donc c'est un match à oublier. Et il y a eu le deuxième classico au niveau du trophée des champions. Et pour rien au monde, je changerai la chronologie de ce qui s'est passé. Leur mettre une climatisation alors que tout le banc Marseille se préparait à fêter leur premier titre depuis 14 ans. Il n'y a rien de mieux. Je ne changerai pour rien au monde ce scénario. Même si on revient sur l'entièreté du match, c'était un match qui a été compliqué. Le PSG n'était pas du tout dans le bon tempo. On a joué à contre-temps. Marseille a profité de cet temps fort pour marquer. Nous, quand on a eu nos temps forts, on n'a pas marqué. On a marqué sur 2 pertes de balles principalement de Marseille, mais on va dire que c'est Marseille quand même qui a fait le jeu. Le PSG a plus subi que fait le jeu, ce qui est quand même assez inhabituel. Ça montre aussi toute la qualité qu'il y a dans ce collectif marseillais. On va être très clair et très honnête les gars. C'est vrai qu'il y a la rivalité, il y a le chambrage, il y a l'esprit de compétitivité, le supporterisme, etc. Qui est le meilleur club, qui est le plus gros club de France, machin. Ok, très bon, même si le débat est réglé maintenant, on est le meilleur club de France, il n'y a pas de souci. Mais soyons très honnêtes, Marseille a une vraie équipe cette année, une équipe qui est compétitive, qui avait le potentiel normalement pour aller chercher une place qualificative en barrage de Ligue des Champions. C'est une contre-performance totale qu'ils ont sorti. Après s'être fait gifler 3-0 face à Liverpool à la maison, s'être fait gifler 3-0 presque en une mi-temps
Face à Bruges, c'est compliqué. Et en fait, c'est là où je veux souligner un point, c'est que l'inconstance marseillaise, elle fait partie de l'histoire du club de Marseille. Au fil des années, quand on regarde l'histoire du club de Marseille, il y a eu beaucoup d'inconstances. Il y a eu beaucoup de hauts, très très hauts, qui ont aussi été accompagnés de très bas, assez violents. C'est dans l'histoire de Marseille, les gars. Est-ce que maintenant on apprend à vivre avec? Ça, c'est une question que je leur laisse. Aujourd'hui, Marseille est à quasiment 10 points de Paris, 10 points de Lens quasiment. On peut les mettre à 12 points. Si on gagne le Classico, on peut les mettre à 10 points de Lens. Ils peuvent passer potentiellement derrière Lyon, qui est une équipe qui était quasiment en train de se sauver d'une potentielle relégation en Ligue 2 en début de saison. D'ailleurs, bravo les Lyonnais, parce que la saison que fait Lyon, le travail de Paulo Fonseca, Michel Caen qui est venu essayer d'aplanir un petit peu toute la direction, tout le marasme médiatique qu'il y avait autour de Lyon. Bravo, félicitations les Marseillais. Et franchement, je pense que vous allez faire une très très grande saison et que vous allez retrouver la Ligue des Champions cette année, je vous le souhaite. Maintenant, si on revient sur Marseille, les gars, parce qu'après tout, Marseille, c'est ce qui nous intéresse. Ils ont calé contre les petits frères du Paris FC le week-end dernier en faisant 2-2. C'est une équipe, le Paris FC, qui est quand même assez joueuse. Je trouve que le Paris FC se débrouille bien en Ligue 1 pour l'instant. Franchement, ça joue bien. 1,53 d'expected goals pour le Paris FC contre 2,63. Ça vous montre aussi le potentiel offensif qu'a cette équipe de Marseille, mais qui fait preuve d'un manque de réalisme par match qui est assez incompréhensible. Un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Vous verrez que dans les statistiques, cette saison, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se ressemblent un petit peu. Je dis pas que c'est la même équipe, mais sur certains points, on le ressent. 18 tirs à 9 et vous marquez que 2 buts, ce n'est pas assez. C'est une contre-performance totale de l'Olympique de Marseille face au Paris FC. Il va falloir que Marseille aussi fasse mieux. Et pour pouvoir être dans le gratin, le haut du panier européen, il faut faire preuve d'efficacité. Et même quand tu es mené, quand tu es dominé, il faut savoir aussi tuer l'adversaire. Et c'est ce que, pour l'instant, Marseille ne sait pas faire. Et si on en revient à l'état de forme de Marseille, les gars, ils sont 3e avec 12 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites. Avec des performances vraiment très disparates. Vous avez des gros matchs où ils ont quand même bien accroché les adversaires. Ils ont fait preuve de réalisme offensif. On a vu par moments des qualités de pressing, du jeu fluide, de la verticalité, de voilà tout ce qu'il faut, tous les ingrédients offensifs qu'il faut pour mettre du danger dans la surface adverse. Donc voilà pour l'état de forme de Marseille, même si j'espère qu'on va les bousiller. Moi je vous dis, il n'y a pas de demi-mesure. J'espère sincèrement que dimanche, Parc des Princes, il y a Booba qui va faire l'avant-match, comme on a fait avec SDM l'année dernière. J'espère qu'on va les bousiller, les gars. J'espère que les supporters de Paname, là, ils sont prêts. On va mettre le feu en tribune. Je sens déjà le tifo XXL qui va arriver. Il faut les bousiller à la maison. Sur le calendrier des Phocéens, il y a quand même un calendrier qui est plutôt plus ou moins abordable parce que ça dépend de comment on regarde ça. Mais ils jouent Strasbourg le 14 février avant d'affronter Brest, avant de recevoir aussi Lyon le 1er mars et puis de se déplacer à Toulouse le 7 mars. Donc un calendrier qui est quand même plutôt abordable, même si tes plus grosses confrontations, c'est Strasbourg et Lyon. Même si attention de ne pas sous-estimer Toulouse qui fait quand même plutôt une bonne saison cette année. Maintenant les gars, si on passe sur le grand Paris Saint-Germain, moi avant de parler de tout ce qui est stats, etc., je voudrais quand même souligner quelque chose, les gars. Le Paris Saint-Germain cette année, c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un Paris Saint-Germain sur la première partie de la première partie de saison. Et sur la deuxième partie. Pourquoi ? Parce que sur la première partie, on voit un PSG qui se prépare tranquillement à monter en puissance avec beaucoup de rotation, beaucoup de Titi qui sont incorporés, qui jouent, qui ont pas mal de temps de jeu. Maïlou, Djantou, on a eu les Ntsoki, tout ça, qui ont commencé à jouer, Mathis Janjal, etc. Et puis des cadres qui étaient un petit peu plus blessés ou au repos, pour essayer de leur permettre de se régénérer après une saison qui a été épuisante, longue, avec la finale de la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions, le run en Ligue 1, etc. Donc voilà, ça a été quand même assez épuisant l'année 2025. Mais on voit un PSG quand même qui joue sur tous les tableaux et qui est performant. Une équipe en Ligue 1 qui, ok, certes ne fait pas de gros matchs, mais qui est performante, qui est cohérente. On retrouve certains principes de jeu, verticalité, contre-pressing, appel dans le demi-espace, l'apport des latéraux, le milieu, etc., qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Et puis on voit aussi l'incorporation des Titi dans cet effectif-là, où on voit un Ibrahim Baye qui est de plus en plus performant, Mathis Janjal qui s'était incorporé sur un petit match mais qui avait été quand même vachement impressionnant, Djantou qui a fait plusieurs matchs d'affilée, Warren Zaïre-Emery qui revient à son meilleur potentiel. Et j'ai un petit mot pour toi, Warren, parce que les gens t'ont chié dessus, ils t'ont critiqué, ils ont voulu ton départ du club, alors que pendant la saison d'avant, ils t'ont élevé au rang de superstar, ils t'ont mis au tout devant de la scène médiatique du Paris Saint-Germain, tu étais l'étendard du Paris Saint-Germain et ils t'ont descendu en flèche. Warren, les gars, c'est notre Titi, c'est notre fierté à nous en tant que Parisiens. Il représente notre identité. Pendant des années, on a réclamé à ce que des Titi soient au Paris Saint-Germain, qui restent, qui puissent s'imposer en Ligue 1 et dans l'équipe. Maintenant, quand ils le font et qu'ils ont des petites mauvaises passes, vous voulez les virer. Les gars, vous n'êtes pas cohérents. Vous n'êtes pas cohérents.
Non. Où est la cohérence? Il faut laisser le temps aussi au temps. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Pour ces petits titis-là, de pouvoir s'incorporer dans un effectif. S'incorporer dans un effectif n'est jamais facile. Ne pensez pas parce qu'il y a des petits 17 ans qui pop-up de partout et qui sont performants d'un coup que tout le monde est comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mayulu, il lui a fallu son petit bout de temps. Il est présent maintenant. Warren Zaïre-Emery, il a fait son chemin. L'année dernière, elle a été compliquée parce qu'il y a eu l'avènement d'un trio absolument fantastique. Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha. Indéboulonnable, un impact constamment dans les matchs à haute intensité, avec importance aussi. Donc c'est vrai que dans le cheminement, la quête à la Ligue des Champions, on n'a pas vu beaucoup d'images de Warren Zaïre-Emery. Mais attention, ce qu'il est en train de monter cette année-là, c'est très très chaud. Warren est en train de revenir à son meilleur niveau. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il le fait à un poste qui n'est potentiellement pas le sien. Ce qui m'amène moi à me dire que Warren peut potentiellement s'inscrire dans une lignée de joueurs ultra polyvalents à 2 postes, comme l'a fait Joshua Kimmich au Bayern et Philippe Lahm au Bayern. Ça peut être un avenir pour lui. Il peut potentiellement se reconvertir en tant que latéral droit et être une vraie solution pour le Paris Saint-Germain et même en équipe de France. Parce que je vous rappelle que Warren a une ascension folle. Il joue ses premiers matchs lors de la première saison de Galtier, enfin l'unique saison de Galtier d'ailleurs, en 2022-2023. La saison d'après, c'est l'étendard du Paris Saint-Germain. C'est lui qui porte le Paris Saint-Germain, qui nous évite l'élimination face à Dortmund sur la dernière journée de la phase de groupe de la saison 2023-2024. Il nous porte en Ligue 1. Le poids qu'il avait à ce moment-là, les gars, c'était phénoménal. Première sélection en équipe de France. Euro dans la foulée. Alors, effectivement, il joue pas. Mais Euro dans la foulée, il y a quand même son premier but aussi en équipe de France lors de, je crois, de sa 2e sélection. Même s'il se blesse sur le même match, les gars, c'est quand même cohérent avec le petit qu'on voit. L'évolution, elle est progressive. Et puis, sur la saison dernière, les gars, qu'on le veuille ou non, c'est un petit, il s'est séparé de sa meuf, ça peut avoir un impact psychologique. Il y a eu l'avènement des 3 du milieu, ça a un impact psychologique. Il a peut-être pas retrouvé son niveau de forme, ça a un impact psychologique aussi. Mais, je souligne l'état d'esprit parce qu'il a demandé quand même à repartir en espoir. Je vous jure que beaucoup de gens à sa place auraient préféré bomber le torse. Donc, bravo Warren Zaïre-Emery pour l'état d'esprit. Félicitations parce qu'il revient vraiment à son meilleur niveau et je suis vraiment très content pour lui parce qu'aujourd'hui ça le prouve, c'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. 32 matchs, 30 titularisations, 17 matchs en tant que latéral droit quand même, c'est important de le souligner. Maintenant voilà, on repasse un petit peu sur la partie générale du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va avoir un calendrier qui est plutôt difficile à aborder puisque on va affronter Rennes vendredi 13, on affronte le Monaco sur le barrage de la Ligue des Champions le 17 et le 25 février, aller-retour. Entre temps on va voir Metz, peut-être une occasion pour faire tourner les joueurs, leur permettre d'avoir un petit peu de repos pour les reposer pour le barrage. On a un calendrier qui va commencer à se corser, puis potentiellement derrière un 8e de finale face à Chelsea ou face au Barça qui nous attend. Un chemin ne sera pas facile mais je sens qu'on peut le faire. Je sens que Luis Enrique est en train de gérer les états de forme de chacun pour pouvoir leur permettre d'être en forme au bon moment, au bon niveau, parce que c'est dans les mois à partir de février que ça compte. Les mois d'avant, vous pouvez bomber le torse autant que vous voulez. Si vous êtes éliminé au premier tour de la Ligue des Champions dès le mois de février, ça n'a pas d'importance. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qui va commencer maintenant. Le travail qui a été fait de août jusqu'à maintenant, il est important. Parce qu'on n'a pas eu de préparation physique. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas une excuse. Mais il ne faut pas l'oublier, on n'a pas eu de préparation physique. Là, ce qui va arriver, c'est ça qui est important. Donc sur l'état de forme du Paris Saint-Germain aussi, on est premier. On a retrouvé notre fauteuil de leader de la Ligue 1 avec un match plutôt compliqué à la Méno. On s'en est sorti du piège des Strasbourgeois qui est une équipe vraiment très alléchante. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à regarder Strasbourg quand ils jouent. C'est un jeu très alléchant, vertical. On retrouve certains principes du Paris Saint-Germain aussi, donc le pressing, jeu dans le demi-espace des latéraux, l'apport du milieu de terrain, des latéraux qui déboulent à toute vitesse dans la surface, etc. Diego Moreira, Guéladoué, machin. Franchement, c'est une équipe très cohérente. Donc, on savait que ce serait un match difficile, on a gagné 2-1 là-bas, en plus à 10. Donc, il faut souligner que Achraf Hakimi ne sera pas là. Mais moi, j'ai confiance en Zaïre-Emery. Zaïre-Emery va faire le taf, les gars. N'ayez pas peur. Achraf Hakimi n'est pas de retour à son meilleur niveau. De toute façon, donc, ça va lui permettre de souffler un petit peu, de se reposer. Warren Zaïre-Emery va faire le taf. Ne vous inquiétez pas. On a fait un match nul face à Newcastle en Ligue des Champions. Bon, match pour moi qui a été mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est un match qu'on aurait dû, je pense, gagner. Mais en vrai, on est plus proche peut-être même de le perdre que de le gagner à un moment donné. Donc voilà, c'est pas vraiment... Ce match-là est le reflet concrètement de ce qu'est le Paris Saint-Germain cette année dans la deuxième partie de la première moitié de saison de la Ligue des Champions. Une défaite 2-1 au Sporting et une victoire face à Auxerre 1-0. Voilà, donc c'est des matchs très poussifs. Globalement, le PSG se procure beaucoup d'occasions, mais offensivement, ça pêche. On sent qu'offensivement, on a beaucoup de mal cette année. Et défensivement, par moments, il y a des errances. Des errances de Nuno Mendes, des errances de Marquinhos. Je sens que
Cette année, on est un petit peu moins impérial sur ce côté-là défensif parce qu'on prend beaucoup plus de buts, on subit beaucoup plus d'occasions. Mais j'ai confiance en Luis Enrique. Encore une fois, les gars, faites-lui confiance. Il a un plan. Je sais que ça va marcher, je sais que ça va fonctionner. Et quand on verra les résultats, on n'aura que nos yeux pour l'admirer, tout simplement. Donc, côté composition, parce qu'effectivement, c'est là que ça nous intéresse. Effectivement, Achraf Hakimi est suspendu. D'accord, Achraf Hakimi est suspendu. Donc, Warren Zaïre va le remplacer. Kvaratskhelia risque d'être de retour dans le groupe, mais il est quand même incertain. Je pense qu'il ne commencera pas le match parce qu'il revient de son entorse à la cheville droite. Fabien Ruiz a eu une contusion au genou gauche, donc pareil, lui, je pense qu'il ne sera pas dans le groupe. Et de toute façon, il était incertain. Même s'il y est, je pense qu'il ne débutera pas le match. Ma composition, on commence tout de suite avec Safonov. Dans les cages, Safonov qui est dans une continuité. Il prend confiance, on le sent, c'est un gardien avec un sang-froid exceptionnel sur les tirs au but. C'est l'un des meilleurs du monde. On sent qu'il prend confiance à l'instar de Chevalier qui lui perd confiance, je pense. Donc il faut profiter de cette dynamique-là pour capitaliser sur la confiance de Chevalier. Pour de la défense, on est sur du classique avec Nuno Mendes à gauche qui revient très bien, qui est de mieux en mieux, de plus en plus en forme. On le voit de plus en plus prendre la profondeur, faire ses percées, etc. J'ai déjà fait des TikTok sur Nuno Mendes. Allez voir, allez vous abonner. Williams FC19 sur TikTok, les gars, c'est là-bas que ça se passe. Pacho, l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. J'ai même pas besoin de revenir sur le sujet. Vous le savez vous-même. Marquinhos et Warren Zaïre, j'en ai déjà parlé aussi. Pour le milieu de terrain, moi, je pense, en l'absence de Fabien Ruiz, on va mettre Neves à gauche, Vitinha dans son poste de numéro 6 et Lee qui va incorporer ce milieu de terrain-là. Parce que Lee, il faut le dire, depuis le début de cette saison 2025-2026, il est un des rouages essentiels de Luis Enrique. C'est pour ça que le club ne voulait pas le laisser partir. C'est pour ça que le club a refusé des offres de l'Atlético et d'autres clubs qui voulaient Lee. Lee a une capacité technique à se sortir du pressing et à donner des ballons dans la profondeur avec une justesse, une vision du jeu absolument hors norme qui, moi, me fait penser que il est un rouage essentiel de Luis Enrique. Et pour finir, je pense que l'attaque sera composée bien évidemment de Bradley Barcola qui, à mon avis, à partir du moment où Bradley va retrouver la finition et qui va prendre confiance en lui, là, Bradley, c'est top 3 ailier du monde. Et je ne suis même pas ouvert au débat. Bradley, déjà, les différences qu'il fait sans marquer, c'est déjà exceptionnel. C'est l'un des joueurs les plus dangereux à chaque fois dans chaque match. Imaginez si Bradley se met à marquer. Peut-être qu'il nous fait une saison ballon d'orisable d'Ousmane Dembélé. Je suis très sérieux dans mes propos. Bradley Barcola, ayez confiance en lui, les gars. Ousmane Dembélé, on connaît le baron Ousmane, comme d'habitude, j'espère qu'il va marquer. Et puis Désiré Doué qui, pour moi, pourquoi je ne le mets pas au milieu de terrain? Parce qu'au milieu de terrain, c'est vrai qu'il apporte un plus dans son apport physique, son volume, sa capacité technique, sa vision du jeu aussi. Il a une très bonne vision du jeu, Désiré Doué, mais il perd beaucoup de ballons ces derniers temps. Je préfère le mettre en attaque, perdre des ballons peut-être sur un côté un petit peu moins sensible, plutôt que de le mettre dans l'entrejeu et qui touche beaucoup trop de ballons, qui perd beaucoup de ballons. Mon pronostic pour ce match-là, je vois bien évidemment une victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes dans une ambiance absolument électrisante, bouillante, tous les adjectifs que vous voulez. Mais je vois une victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille, 3-1 avec un doublé d'Ousmane Dembélé, un but de Bradley Barcola. C'est la fin de la vidéo, les gars, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette analyse-là, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis n'oubliez pas qu'on vit le football. À très bientôt pour le Williams FC.